Bien, merci de me donner la parole aujourd'hui. Je vais vous parler d'un champ qui est un peu expérimental, puisque depuis le développement des nano-initiatives en plusieurs pays, l'idée est avancée qu'il faut pratiquer l'innovation responsable et se donner les moyens de la responsabilité. Et donc, 10 ans après, puisque la première nano-initiative, c'était en 2000 aux États-Unis, depuis 10 ans, on peut faire un bilan de ce qui s'est passé, ce que je propose un petit peu de faire. Donc, ce qui est caractéristique des innovations dans les nouvelles technologies, là je me place du côté non pas du public, non pas du marketing ou du management d'entreprise, mais du côté de la recherche et développement en sciences et technologies. Donc, ce qui est frappant, c'est la perception que l'éthique, donc la responsabilité, qui est souvent associée à l'éthique, est un besoin. Alors, quel est le statut de ce besoin? Ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui s'est imposé déjà à propos du clonage humain en 1998, qui ensuite s'est reposé en 2000 avec la publication du projet Génome humain. Qu'allait-on faire de ces données? Et fallait-il continuer le projet? Fallait-il aussi continuer à séquencer les génomes de toutes les espèces? Ensuite, 2000, le lancement de la nanotechnologie initiative aux États-Unis, qui consacre 10% de son budget aux études d'impact éthiques, juridiques, sociétaux. Et 2002, c'est créé sur la côte ouest, à côté de Stanford, à Palo Alto, un Center for Responsible Nanotechnology. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on met sous ce terme de responsabilité? Cette volonté d'innovation responsable a été aussi soulignée par les chercheurs en sciences humaines qui, du coup, sont sollicités par les innovateurs, par les décideurs. En particulier, en 2003 a lieu un article très intéressant qui s'appelle Mind the Gap, reprenant, vous savez, si vous êtes familier du métro londonien, l'idée que la science avance, mais que l'éthique traîne derrière, qu'il y a un énorme fossé entre les avancées scientifiques et techniques et l'éthique. Et que donc, il faut que l'éthique court derrière les avancées scientifiques. 2004, le rapport de la Royal Society of London et de la Royal Academy of Engineering à Londres, rapport sur Nanoscience and Nanotechnology, Opportunities and Uncertainties, a clairement énoncé le principe qu'il ne fallait pas avancer dans les nanotechnologies sans réfléchir aux conséquences et sans engager le public. C'est le fameux lancement du programme Public Engagement in Science and Technology. En France, à la même époque, alors que l'Académie des sciences et l'Académie des technologies faisaient publier un rapport sur les nanotechnologies qui était tout à fait business as usual, c'est-à-dire oui, c'est nouveau, donc il y aura des risques, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien, on assume, etc. En revanche, il y avait un rapport de l'École des mines lancé par Jean-Pierre Dupuis et Françoise Roure, Nanotechnologie éthique et prospective, qui réclamait une réflexion non seulement sur les risques, mais une véritable réflexion éthique sur les nanotechnologies. Donc on a de ce point de vue-là vraiment un champ nouveau. On est en train d'expérimenter une combinaison de divers acteurs. Quels sont les résultats? C'est ce qu'on appelle cette approche ELSI, ou en France on aime bien ELSA, peut-être par allusion à Aragon. La nanotechnologie se développe sous les yeux d'ELSA, c'est-à-dire Ethical, Legal and Societal Aspects. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu énormément d'activités dans le domaine de ELSI.
Donc ce que je voudrais essayer d'aborder dans les quelques minutes qui me sont imparties, c'est pourquoi, quelles sont les motivations, quelle a été la mise en œuvre des programmes ELSI, quel est le bilan, et je terminerai par quelques suggestions. Motivation donc, les motivations des promoteurs des nanotechnologies sont très très claires. Il s'agit d'éviter le fiasco, si je peux dire, des OGM en Europe, c'est-à-dire qu'au moment de la mise sur le marché, une innovation est simplement rejetée par les consommateurs. Et pour cela, il faut anticiper les conséquences, aplanir les obstacles, préparer la société, et la citation de Mikhail Rocco, qui est le chef d'orchestre de la US Nano Initiative, est très éclairante. Il s'agit de monitorer l'évolution résultante sociale qui va résulter de ces innovations. Mais il s'agit simplement de faire ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire que la société est perçue comme un imprévisible, comme quelque chose qui est imprévisible, et il faut essayer de faire des probabilités, en quelque sorte, d'acceptation, et il s'agit de préparer dès l'amont, dès le stade de la recherche, de préparer la société à accepter cette nouvelle technologie. C'est une démarche qui est toujours une démarche top-down, qui part des innovateurs et qui perçoit la société comme simple récepteur d'innovation. Elle n'a pas son mot à dire et il faut la préparer à accepter. C'est ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale. Les motivations des sciences humaines, SHS, c'est pour sciences humaines et sociales, qui ont été embarquées, puisqu'il y a 10% du budget qui est consacré, et en Europe, c'est à peu près 5% du budget. Donc moi-même, je participe, j'ai des programmes qui sont financés par l'ANR Nano. Et donc on est embarqué en tant que philosophe, en tant qu'éthicien, dans l'aventure des nanos. Et quelles sont les motivations des sciences humaines pour s'associer à ces programmes? Eh bien, elles ne sont pas tout à fait les mêmes. Loin des sociologues, loin des philosophes qui rejettent au contraire très très fort l'idée de faire de l'acceptabilité sociale. Mais les nanotechnologies apparaissent comme un merveilleux terrain à explorer pour comprendre ce que sont les nouvelles technologies et les technosciences. C'est aussi une opportunité d'intervenir en amont et non pas après pour essayer de remédier à des problèmes, mais vraiment de co-construire les sciences et la société. Tel est le grand objectif des programmes européens du 6e PCRD comme du 7e PCRD. C'est l'idée de co-construire les sciences et la société. Nous sommes en train de construire l'Europe. Il y a eu un échec de construction de l'Europe politique. Eh bien, on va essayer de construire l'Europe à travers les choix scientifiques et technologiques, en orientant la recherche scientifique et technologique vers les aspirations et les valeurs de l'Europe. Tel est en gros le climat dans les milieux SHS. Évidemment, ce sont des motifs très divergents et donc on est dans un cas d'innovation que j'appellerais sous tension. Et ça, c'est très très important. L'innovation est quelque chose qui est conflictuel et qui est sous tension entre des parties prenantes, comme on dit stakeholders, qui sont avec chacun leurs intérêts, leurs aspirations, leurs attentes très très différentes. Il s'agit donc d'un processus de négociation qui réclame bien entendu qu'il y ait des incitations, qu'il y ait des politiques qui encouragent les incitations et surtout qui encourage un processus permanent. Par exemple, le Nano Code of Conduct qui a été publié par la Commission européenne en 2009 est un code de conduite de bonnes pratiques qui résulte de la rencontre de parties prenantes, non seulement des compagnies comme Orange, Danone, etc., mais aussi il y avait des représentants des ONG, il y avait des chercheurs en nano, il y avait des environnementalistes, des militants, etc., etc., des assureurs, c'est très très important, le point de vue des assurances, etc. Donc, suivi permanent et ce code de conduite va être révisé tous les 2 ans.
Donc la mise en œuvre, ça a donné cela pour les nanotechnologies, des politiques scientifiques avec une éthique embarquée, l'anticipation des impacts en amont et le mot d'ordre, il faut engager le public. Activité effervescente suite à ces mots d'ordre. Il y a eu la mise en place de programmes et de réseaux comme NanoBioSafe, Nano2Life, des chercheurs associés, y compris des sociologues implantés dans les grands centres de recherche en nanotechnologie, comme ça a été le cas à Cambridge en Angleterre, ou au CEA, où il y a des sociologues, des philosophes qui réfléchissent en même temps qu'on développe les innovations. Comité d'éthique, ça c'est plus classique, celui du CEA, non, il n'y a pas de comité d'éthique au CEA, ce qui est un problème, je le signale. Celui du CNRS, etc. Et beaucoup de rapports des agences sanitaires, par exemple l'AFSA en France, qui est l'agence de sécurité alimentaire, l'AFSET qui est l'agence de sécurité environnementale au travail. Et les deux rapports, je le signale, de 2006 et de 2010, sont très très différents. Le rapport de 2006 était déjà sonné l'alerte, mais celui de 2010 est extrêmement vigilant et même appelle à l'arrêt de la mise sur le marché des nanoparticules, d'un grand nombre de nanoparticules. L'OPEX, l'Office des parlementaires d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, a aussi fait un rapport sur les nanos. Et donc, on voit qu'il y a une mobilisation de tous les acteurs, à la fois politiques, universitaires et de la société civile même. Côté, la nanoéthique est devenue une nouvelle spécialité avec un journal publié tous les 3 mois, 10 volumes publiés en 10 ans, 10 volumes collectifs publiés internationaux, une société savante internationale, SNET. Donc, c'est exactement comme les éthiques appliquées, c'est devenu une discipline à part entière. Les initiatives pour engager le public sont nombreuses. Les premières ont été celles de la Grande-Bretagne, qui a joué un rôle de pionnier à cet égard en organisant des jurys citoyens dès 2005, qui était l'initiative conjointe des centres de nanotechnologie. Donc les chercheurs se sont mobilisés, d'associations environnementales comme Friend of the Earth, Greenpeace, etc. Et The Guardian, le journal. Et ce n'est pas une initiative gouvernementale, j'insiste là-dessus. Et donc, ça consiste à sélectionner une trentaine de citoyens qui sont volontaires. Et ils sont pendant 3 ou 4, un peu comme la conférence de consensus, pendant 3 ou 4 week-end, ils interviewent des gens et après, ils émettent un avis. Voilà. En France, il y a eu la conférence citoyenne sur les nanos. Il y a eu des débats organisés par l'association Vivagora, Nanomonde et Nanovive, spécialement sur Grenoble, puisqu'à Grenoble, où il y a Minatech, qui est le grand centre de nanotechnologie, il y a des conflits très très forts avec une association militante qui s'appelle PMO, pièces et main-d'œuvre, qui torpille systématiquement les nanotechnologies qui sont rebaptisées nécrotechnologies. Donc, la tension est très très forte. Et puis, il y a eu le fameux débat de la Commission nationale de débat public, organisé en 2009-2010, qui devait se passer dans toutes les villes de France et qui fut un fiasco exemplaire. Voilà. Mais fiasco, vraiment. Donc, bilan de 10 ans, eh bien, au bout de 10 ans, on a quoi comme résultat? On a un résultat qui est la checklist des problèmes que posent les nanotechnologies. C'est-à-dire qu'il y a eu une étude des conséquences qu'elles vont avoir très probablement sur la société et donc des recommandations qui suivent. En particulier, le premier effet, c'est qu'il faut faire de l'évaluation des risques en amont, au moment même de la conception
du design des produits nano, ce qu'on appelle le safety by design, et qu'il faut de toute façon évaluer les coûts-bénéfices des démarches managériales très traditionnelles et en informer les consommateurs avec transparence sur les résultats des études de toxicité et l'étiquetage. Deuxièmement, les nanotechnologies portent atteinte à la vie privée et à la liberté individuelle, considérées comme des valeurs fondamentales de notre société, grâce à l'invisibilité des dispositifs qui fait qu'on peut être traqué, surveillé, voire monitoré à son insu. Sécurité, puisque les nanotechnologies étant invisibles sont partout et elles peuvent être utilisées par n'importe qui et donc il y a un danger de terrorisme. Le danger le plus fondamentalement qui a soulevé le plus de littérature, c'est le projet d'augmenter les performances humaines, puisque un des buts essentiels du développement des nanotechnologies qui convergent avec les technologies de l'information, les biotechnologies et les technologies des neurosciences, ce qu'on appelle les neurotechnologies aujourd'hui, c'est d'augmenter les performances humaines, d'avoir des brain implants, par exemple, pour remédier à Alzheimer ou à Parkinson, mais aussi la limite entre cette médecine remédiative et la médecine d'augmentation, c'est-à-dire le moment où on va faire des individus qui auront plus de capacité de résistance à la fatigue, etc., etc. Donc un dopage qui serait une forme de dopage non plus chimique, mais un dopage nanotechnologique. Enfin, le dernier problème qui a été posé, qui est très bien posé, c'est celui de la justice sociale, c'est-à-dire est-ce que ça ne va pas augmenter le fossé entre pays du Nord et pays du Sud, et est-ce qu'on ne va pas avoir deux humanités avec l'une qui soumettrait l'autre. Donc c'est déjà un grand progrès d'avoir cette liste de problèmes et on voit bien que l'idée est désormais acquise que l'innovation est peut-être la solution à des problèmes sociaux, à des problèmes de société ou des problèmes d'environnement, mais qu'elle est en même temps la source de nouveaux problèmes. Et ça, c'est clairement admis dans les milieux nanotechnologie, l'idée que toute solution pose de nouveaux problèmes et que ces nouveaux problèmes peuvent être bien plus difficiles à attaquer et que les solutions qu'ils apportent. Alerte sur la santé et la sécurité et la gestion des problèmes de santé et de sécurité dès l'amont, dès le stade de la recherche et développement. Et puis une sensibilisation des scientifiques et des politiques aux conséquences de leurs découvertes. Donc, loin de moi l'idée de dire que le bilan est entièrement négatif. On a fait de gros progrès en 10 ans grâce à l'expérimentation nanotechnologique. Mais cette liste, cette checklist standard donne l'illusion de maîtrise et de contrôle. En réalité, les problèmes sont posés, mais on n'a pas avancé d'un iota en 10 ans pour leur solution. Que ce soit le plan des études de nanotoxicologie, où on ne sait même pas quels sont les paramètres à prendre en compte pour établir des normes sur les nanoparticules, ou les problèmes sociaux de liberté individuelle, en particulier la CNIL, qui aurait dû se saisir du problème, eh bien, n'a pas les moyens de s'en saisir, ni de faire des études, etc. Les alertes de l'AFSA et de l'AFSET n'ont pas été suivies des faits. Les public engagement, les conférences de consensus, les recommandations du public ne sont pas suivies des faits, etc., etc. Donc, l'engagement du public reste toujours formaté autour de questions traditionnelles et surtout, les programmes ELSA ou ELSI se sont traduits par un focus exclusif sur les questions futuristes des transhumains, des humains augmentés, et donnant presque une réalité et une inéluctabilité à ces futurs tout à fait spéculatifs et tout à fait fantaisistes. C'est-à-dire que l'effet pervers
des programmes LC, c'est que les promesses qui étaient de la pure rhétorique des lanceurs de nanotechnologie, comme on va avoir on va guérir toutes les maladies, ou on va avoir des humains augmentés, etc., sont devenus presque des réalités inéluctables vers lesquelles doivent converger tous les efforts de recherche dans les 10 ans à venir. C'est-à-dire qu'ils sont devenus partie intégrante de la feuille de route des nanotechnologies. Ce qu'on appelle le paradoxe du if-then. Si dans la démarche conséquentialiste des programmes LC, c'est-à-dire on se pose la question, si on fait des brain implants, alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, du coup, le si devient inéluctable. Et ça, c'est très, très pervers parce qu'on n'a plus de possibilité de choix, on n'a plus de possibilité de bifurquer par rapport à cette feuille de route qui est entièrement spéculative. Et ça réduit en plus l'éthique à une évaluation coût-bénéfice ou au conséquentialisme. Donc, pour les chercheurs engagés dans les nanotechnologies, les programmes LC ne sont pas satisfaisants parce que moi, quand je vais les interviewer, ils disent « Oh ben moi, je ne fais pas des transhumains, hein. Moi, ça ne me concerne pas du tout. Hein. » Puisque l'éthique est entièrement spéculative, eh bien, ils disent « Moi, ce n'est pas mon business. » Moi, je ne fais pas ça. Moi, je fais simplement, j'étudie simplement les particules quantiques et le comportement des particules quantiques. C'est-à-dire qu'on échoue à les sensibiliser. Et même chose du côté des décideurs des programmes. Pour les éthiciens, ce n'est pas satisfaisant parce que ça réduit l'éthique au conséquentialisme. Or, l'éthique, c'est aussi quelque chose qui relève, qui est concerné par les valeurs. C'est-à-dire le respect de certaines valeurs. Par exemple, on peut dire que pour certaines personnes, la nature humaine est une valeur à laquelle on ne doit pas porter atteinte, ou la personne humaine. Pour d'autres, c'est la nature à laquelle on ne doit pas porter atteinte. Pour d'autres, c'est la vie à laquelle on ne doit pas porter atteinte. En tout cas, c'est une forme d'éthique. Il y a aussi une autre éthique qui est l'éthique des vertus. On doit agir en tant que vertueux, mais en tout cas, on ne peut pas réduire l'éthique à ça. Et pour les citoyens, ce n'est pas satisfaisant du tout, puisque quand on fait des conférences de consensus ou des consultations, comme dans le cas du débat public en France, les décisions sont déjà prises. Et donc, le public a l'impression d'être floué. Quoi, on vient nous consulter, mais c'est une parodie de démocratie. Et en plus, on les réduit au rôle de consommateurs avertis qui ont pour seule liberté de manœuvre de demander l'étiquetage des produits une fois qu'ils ont des nanos. Mais on ne pose jamais la question, faut-il avoir des nanos ou ne pas avoir de nanos? Quel est le sens d'avoir des nanotechnologies? Comme Xavier le disait tout à l'heure, quel est le sens d'avoir 20 générations d'iPod en 10 ans? Donc, est-ce que ça n'est pas encore l'innovation de l'obsolescence programmée, etc., etc. On ne pose jamais ce problème dans les débats publics. On ne laisse pas les moyens de le poser. Donc, quelques suggestions pour finir. Pour une authentique démarche éthique et responsable, eh bien, ça n'est pas simplement l'anticipation, c'est pas que de la prospective, c'est pas que de la prévention. Ça n'est ni un exercice managérial de prospective, ni un exercice médical de prévention. C'est autre chose. Ce n'est pas une balance risque-bénéfice, ça c'est simplement de l'utilitarisme. C'est vraiment une démarche qui consiste à évaluer les projets d'innovation et à énoncer des normes en conséquence. Décentrer l'éthique, alors que l'éthique jusqu'ici, dans la tradition kantienne, répond à la question « que dois-je faire ?» C'est-à-dire qu'elle s'adresse au sujet, à l'individu, à l'humain en tant qu'individu, eh bien peut-être, et c'est une des suggestions qu'on fait, il faut décentrer l'éthique sur les objets du design et de l'innovation. Intégrer les objets et la nature et la vie des objets dans la réflexion éthique. Quelles valeurs véhiculent des objets? Non pas, je ne dis pas à quels besoins ils répondent, mais je dis quelles valeurs ils véhiculent. Tout objet est associé à des valeurs, il est symbole de valeurs, il incarne des valeurs, il matérialise des valeurs. Dans quel contexte ces objets vont opérer ou opèrent déjà et quel monde commun ils nous préparent? Est-ce que nos enfants aimeront vivre dans cet univers?
Et recentrer aussi l'éthique sur les usagers, partir des questions du public. En effet, le public, lui, a la mémoire des expériences passées, par exemple des OGM, de l'amiante, alors que les lanceurs de programmes nanotechnologie semblent totalement amnésiques. Et l'opinion déploie les valeurs partagées. C'est elle qui nous renseigne sur les priorités, ce qui compte, ce qui ne compte pas, ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. Et elle exprime en particulier des rejets fondamentaux. Ces rejets peuvent être parfaitement affectifs, émotionnels. Ils sont là et en tout cas, ils sont à prendre en compte. Enfin, quelques pistes pour finir. Recentrer l'éthique sur le présent, ce qu'on appelle l'éthique sur la paillasse du laboratoire. Garder la mémoire du passé. Expliciter les valeurs implicites des différents acteurs. Les chercheurs, les investisseurs, les industriels, les clients, les usagers. C'est-à-dire essayer d'expliciter ce qu'on veut, ce à quoi on aspire, les valeurs qu'on respecte. Confronter les représentations de la vie, par exemple, la vie pour les promoteurs de prothèses en nano, c'est souvent des machines moléculaires, alors que la vie pour les humains, c'est le bios grec, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est de l'ordre du vécu. Ce n'est pas simplement une collection de machines moléculaires. Et donc là, il y a un malentendu souvent de vocabulaire, on ne parle pas de la même chose. Définir enfin des hiérarchies de valeurs qui permettront d'établir des normes. En politique, quelques pistes. Mettre en débat les projets de recherche en fonction des traditions locales. Il n'y a pas de recette universelle qui permettent de recentrer sur les usagers. La conférence de consensus n'est pas, ou la conférence citoyenne, n'est pas une recette qui marche partout. Il faut vraiment partir des localités, en particulier dans les pays émergents, et mettre au point des systèmes d'intégration du public, d'engagement du public qui respectent les traditions locales. Ça peut être se réunir autour d'un arbre en Afrique, par exemple, mais il faut vraiment partir des traditions locales et partir en tout cas du public pour poser les questions et expérimenter localement des processus d'innovation partagés. J'entends par là que des compagnies, DuPont l'a fait par exemple aux États-Unis, pour mettre sur le produit, pour commencer la recherche et développement sur un produit, engage les parties prenantes dès l'amont et fait un processus en spirale et plusieurs compagnies commencent à travailler dans ce sens-là. Je vous remercie de votre attention.